Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un printemps russe avec Alexandre Latsa qui nous arrive avec son premier livre aux éditions des Syrtes. Bonjour Alexandre Latsa. Bonjour. Alors, en première question, pourquoi ce titre ? Alors, pourquoi ce titre ? Tout d'abord parce que, en tant que Français qui réside et travaille en Russie, j'ai constaté, observé et analysé un petit peu les nombreux indicateurs positifs qui sont en train d'émerger en fait de la renaissance de la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique. Que ce soit des indicateurs économiques, des indicateurs de pouvoir d'achat, des indicateurs sanitaires, démographiques, moraux. Et par conséquent, la Russie a traversé l'hiver avec l'effondrement de l'Union soviétique, les catastrophiques années qui ont suivi. Et aujourd'hui, elle se redresse inlassablement. Et donc, voilà, j'ai voulu appeler ce livre un printemps russe pour marquer ce renouveau russe en quelque sorte, ce redressement fort que le pays connaît. Je comprends. En fait, Alexandre Latsa, le début de ce printemps russe correspond avec l'arrivée de Poutine. On ne peut pas ne pas parler de Poutine. Que pouvez-vous nous dire de cette conjoncture ? Et vous avez raison. En fait, Poutine s'est avéré un des artisans principaux de ce redressement, parce que c'est un homme fort, qui a compris, je pense, les principaux enjeux principaux pour rétablir un cadre légal, juridique, une stabilité profonde dans le pays, le retour des institutions après la chute de l'Union soviétique, etc. Donc c'est l'artisan principal, c'est lui qui représente bien la Russie des 15 dernières années. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'initiation de mesures légales avait été prise avant son arrivée par Yevgeny Primakov, qui était Premier ministre à l'époque d'Eltsine, à la fin des années Eltsine, et qui était finalement une sorte de pré-Poutine, et qui avait lui aussi initié vraiment les grandes dynamiques que Poutine a continué après lors de ses différents mandats. Alors, nous avons un petit problème de son, mais nous allons pouvoir corriger ceci. Alexandre, pourriez-vous nous expliquer un petit peu, pour vous qui vivez en Russie depuis quelques années, comment avez-vous vu ce redressement se produire et se traduire ? Écoutez, je l'ai vu de façon très simple, c'est le retour d'une forme de confiance entre l'administré et l'État. Traditionnellement, en Russie, c'était très compliqué la relation avec l'État, puisque la Russie a traversé des régimes assez totalitaires, très verticaux, très autoritaires à l'époque des tsars, puis très totalitaires sous l'Union soviétique. Puis il y a eu plus d'État dans les années 90, et donc finalement le grand mérite des mandats Poutine, c'est de rétablir une forme de confiance. Ah, nous avons un petit problème de son, Alexandre. Nous allons poursuivre avec un deuxième livre sur la Russie, Poutine, du père Seppel, une vision du pouvoir, aux éditions des Syrtes. Alors, la question essentielle que se pose l'auteur, comment Vladimir Poutine, ancien officier du KGB en Allemagne de l'Est, est-il devenu l'un des hommes les plus puissants de la planète ? En quoi est-il le concepteur de la nouvelle Russie et en quoi s'éloigne-t-il chaque jour davantage des idées occidentales ? Rappelons que Barack Obama définit Vladimir Poutine comme l'une des plus grandes menaces pour le monde, à côté d'Ebola et des terroristes de l'État islamiste. Le président russe ne cesse de critiquer les doubles standards de l'Occident. Depuis les événements de Maïdan, la plupart des journalistes occidentaux jugent que le monde s'achemine vers une nouvelle guerre froide. Comment en est-on arrivé là ? Des décennies après l'effondrement de l'Union soviétique ? Hubert Sebel est l'unique journaliste occidental à avoir accompagné Poutine au cours des 5 dernières années. Et il offre pour la première fois aux lecteurs francophones un aperçu des motifs et des idées qui animent le président russe. Une occasion peut-être de comprendre les divergences et les points communs entre la Russie et l'Occident. Je rappelle donc Vladimir Poutine, une vision du pouvoir aux éditions des Syrtes. Nous allons poursuivre cette émission
avec un nouveau livre de Janine Boissard, à qui je dis tout d'abord bonjour Janine. Bonjour. Ce livre intitulé Une femme, qui est paru donc chez Flammarion, le roman d'une vie. Alors, j'aurais du mal à présenter Janine Boissard, qui est déjà passée à l'antenne, mais je voudrais surtout rappeler que vous êtes auteur de nombreux best-sellers, dont L'Esprit de famille, Une femme en blanc, Marie Tempête. Mais là, en fait, vous nous arrivez avec ce roman d'une vie, dans lequel vous parlez, en quelque sorte pour la première fois, de votre vie de femme, d'épouse et de mère. N'est-ce pas, Janine? C'est ça, parce que je m'étais toujours arrêtée à mon mariage, parce que j'avais peur que ça me rouvre des blessures, ça me peut-être une période difficile. Je n'avais tout simplement pas envie d'en parler jusque-là. Voilà. Et en fait, tout s'est déclenché en quelque sorte avec le décès de votre fils François. Oui, j'ai eu envie, j'ai eu le malheur de perdre mon fils il y a 2 ans, et j'ai eu besoin, c'est pas envie, un besoin de faire le point. On s'interroge toujours, on se demande toujours si on n'aurait pas pu faire plus, faire davantage. Et j'ai besoin de reprendre depuis mon mariage, depuis sa naissance, puisque je l'ai attendu dès rentrant de mon voyage de noces, j'ai besoin de faire le clair à ce sujet-là, et c'est pour ça, et pour lui que j'ai écrit ce livre. En fait, c'est presque un livre à dessin thérapeutique. Oui et non. Oui et non. Vous savez, au départ, j'avais très peu de souvenirs. À partir de mon mariage, comme j'ai vécu une période qui était très très difficile, j'avais repéré beaucoup de choses qui sont revenues progressivement, qui étaient à la fois douloureuses et qui faisaient du bien quand même, si vous voulez. Donc, disons qu'en voyant les choses plus clairement maintenant, en m'expliquant les choses, je me sens un petit peu plus sereine. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Je comprends, ça s'entend à votre voix. Alors Janine, en fait, dans ce roman, donc, il y a plein de rebondissements, mais peut-on dire vraiment que c'est un livre à 2 étages, car en réalité, il y a 2 histoires qui s'entrecroisent. Ah bon? En fait, vous parlez de vous étant adolescente, donc on a l'impression qu'il y a un parallélisme, en fait, comme s'il y avait 2 trames qui se développaient. On vous voit évoluer petite fille, puis adolescente, et puis après, vous nous amenez sur le chemin de l'adulte que vous êtes. Oui, très vite, en fait, comme j'avais déjà parlé dans un livre de mon enfance, dans l'adolescence, je fais assez vite jusqu'à mon mariage, et après, si on dit le roman d'une vie, c'est que, lors des moments très tristes que j'ai vécus, j'ai eu la chance de vivre une vie comme un roman, avec des rencontres extraordinaires, avec des aventures fabuleuses. Alors justement, Janine, déjà, vous viviez dans un quartier quand même très, très, très agréable, en tant que petite fille. Oui. Hein? Et alors, justement, petite fille, très vite, vous rêvez écrivain. Et j'adore l'histoire que vous m'aviez racontée. Comment s'est développée justement cette trame d'écrivain qui, d'abord, s'est développée en vous, mais qui vous a permis en fait de faire des rencontres qui vous ont autorisé à réellement le devenir? Oui, vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « L'art est une blessure devenue lumière ». Et en fait, c'est à la suite de blessures d'enfant, puisque je n'étais pas bien considérée comme ma famille. J'étais différente des autres. J'étais envoyée en pension. Donc, je n'ai pas été heureuse du tout petite fille. Donc, je promettais d'être célèbre, en gros. C'était comme ça que j'appelais. C'était un peu votre revanche, en fait, hein, Janine. Pardon? C'était un peu votre revanche. Je promettais d'être célèbre pour être reconnue, si vous voulez. Bien sûr. Je ne suis pas célèbre, mais j'ai la chance d'être effectivement reconnue. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup hésité entre la musique, parce que je faisais le piano que j'adorais, entre la musique et l'écriture. Et après un échec dû au trac à une audition, j'ai décidé que ce serait l'écriture et que je mettrais la musique dans l'écriture, parce que pour moi c'est exactement la même chose. On parle de musique de la phrase, la ponctuation, c'est les soupirs, c'est les voyez. Tout à fait. C'est la même chose. Tout à fait. Alors, racontez aux auditeurs un petit peu votre premier roman, parce que c'est à l'insu de votre famille. Oui,
Oui, parce que j'avais écrit en cachette, vous savez, je n'avais pas mon bac. J'étais toujours la première en français, en dissertation, rédaction, etc., etc. J'étais la première, mais je n'avais pas mon bac. Et si j'avais dit que j'écrivais un livre, on serait moqué de moi. Il n'y avait pas la télévision à l'époque, le livre, l'écriture était la grande affaire. Donc effectivement, je l'ai présenté à René Julien en cachette, sans rien dire. Et un jour, il m'a téléphoné. Il m'a fait venir et il m'a dit cette phrase magnifique: vous êtes un écrivain, alors que je n'avais pas 20 ans, mais aussi une phrase, deux phrases difficiles. D'abord, il m'a dit: il faut tout recommencer. Donc j'ai mis 3 ans avant d'y arriver. Entre-temps, je m'étais mariée. C'est pour ça que ce premier livre a été publié sous le nom de Oriano, mon femme Mario. Et il m'avait dit surtout: je vous prends parce que vous ne parlez pas de vous. Et ça, c'est désastreux. Parce que pendant 10 ans, j'ai évité de parler de moi jusqu'à l'esprit de famille. Et vous savez, on ne parle vraiment bien que de ce qu'on connaît au moins peu. C'est vrai. Alors, Janine, ce livre que vous avez écrit, donc, j'aimerais bien que vous essayiez un petit peu de nous dire... Bon, alors bien sûr, votre famille l'a su après, mais comment a-t-il été reçu par votre époux? Ah ben, mon époux ne voulait pas que j'écrive. Mon époux, c'était... Vous savez, dans ma génération, à mon époque, on épousait un inconnu. On n'avait pas le droit de vivre ensemble avant. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Oui. je ne connaissais pas du tout mon mari. Et tout de suite, j'ai vu qu'il était extrêmement possessif. Il ne voulait pas que j'écrive. Il m'empêchait d'écrire. Et il avait au moins un côté un petit peu destructeur dont a beaucoup souffert. En fait, oui, vous n'aviez pas vraiment votre place dans ce couple. Non, pas du tout. Mais comme j'ai très vite eu 4 enfants, d'abord un fils, puis des jumelles, puis un autre fils, je n'ai pas voulu partir avant d'être sûr que j'en aurais la garde. Parce que le père étant très négatif, ça risquait d'être dangereux pour eux. Et c'est pour ça que je suis restée mariée au moins une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'enfin mes filles puissent décider, j'avais 14 ans, mes filles puissent décider de rester avec moi. Et en plus, j'ai eu la chance à ce moment-là d'écrire l'esprit de famille et de pouvoir avoir de quoi en affiner la garde. Et là, Janine se libère. Pardon? Et là, vous vous libérez. À ce moment-là... C'était vraiment une libération formidable. Et puis, autant cet homme m'avait nié et m'avait fait beaucoup de mal, autant après j'ai été aidée par des hommes de façon extraordinaire. Ah oui, parce que vous parlez... C'est très beau, vous parlez de vos rencontres qui sont magnifiques. Oui, le premier, Jean-Claude Brésil, qui m'a conseillé d'écrire pour la série Noire et qui m'a mis ce qui m'a pour être scénariste. J'ai après été scénariste pendant de longues années. Je parle aussi de Claude Désiré, qui a produit l'esprit de famille. Et je parle parmi les hommes que j'ai aimés, de Maurice Biron. Alors là, ces pages sont magnifiques. Oui. Ah, c'est vraiment, vous en parlez, on sent qu'il y a un attachement qui perdure d'ailleurs. Oui, vous savez, ce qui a été dur, c'est que je n'ai pu vivre avec lui 2 ans puisqu'il est mort très vite. C'était un homme, Bibi, tout le monde pensait qu'il plaisantait, etc. Il riait toujours. Mais c'était un homme comme moi, en fait, profondément angoissé, qui avait toujours peur de perdre son talent, de perdre sa voix, de me perdre. Vous voyez, il avait toujours peur de perdre. Et sa mort a été effectivement pour moi un déchirement. Bien sûr. Alors, si vous nous parliez maintenant de votre vie de mère, parce qu'il y a des rapports avec vos filles, enfin, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs tiroirs dans ce roman, et c'est vraiment un livre à faire lire aux femmes. Je ne sais pas, je pense qu'effectivement, comme j'ai vécu à la fois des joies et beaucoup de souffrances et certaines épreuves, je pense que ça peut servir à certaines femmes. Tout à fait. Beaucoup de femmes se retrouveront dans ce livre, en fait. Vous savez, quand mon éditeur s'étonne toujours de mon succès qui dure, je dis c'est très simple. Quand je rencontre mes lectrices, elles me disent, quand vous parlez de vous, vous parlez de moi. Exactement. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous le dites encore mieux que moi, Janine. C'est pour ça que je disais qu'il fallait le mettre entre les mains de toutes les femmes. La plupart des femmes vont se retrouver. Oui, elles ont vécu aussi des aventures difficiles, des mariages pas toujours possibles, des situations compliquées, comme celles que je ne crains pas de raconter, où après
après avoir eu 4 enfants, décidé de divorcer. Je me suis retrouvée enceinte à une époque où on n'avait pas le droit d'avorter. Oui. Et tout seul, et ça a été, je peux vous dire, d'une douleur extrême. Je suis allée voir une femme merveilleuse, heureusement, pour avorter. Parce que je ne pouvais pas envisager d'avoir un enfant de plus alors que j'étais sur le point de quitter mon mari, si vous voulez. Bien sûr. Ça aurait fait un petit malheureux. Mais j'en conserve, je dois dire, une blessure encore. Et si vous voulez mon avis, Monique, Oui. Quand il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont avortées comme ça, par paresse, pour ne pas prendre la pilule, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Je comprends. Voilà. On a la chance de pouvoir choisir d'être mère. Je pense que ça nous oblige à être responsables. Oui, oui, tout à fait, absolument. C'est prendre ses responsabilités d'adulte ou de jeune adulte. Hein? Voilà. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça, c'est un peu la raison pour laquelle je dis qu'il faudrait le mettre entre les mains de toutes les femmes. Toute femme va se retrouver au détour d'un ou de 2 chapitres, inévitablement. Oui. Hein? Et j'ai vraiment beaucoup aimé la citation que vous faites en fin de roman. Vous citez Jean-Philippe Rameau. C'est très beau. Vous permettez ou vous avez le livre, allez-y, vous les citez vous-même. C'est vous qui allez lire. Alors, je vais les lire, parce que vraiment, c'est très beau. Alors, je dois rappeler que Janine termine ce roman qui est magnifique, une femme qui a paru chez Flammarion, le roman d'une vie, par 2 vers. 2 vers tirés de La nuit de Jean-Philippe Rameau. Est-il de beauté plus belle que le rêve? Est-il de vérité plus douce que l'espérance? N'est-ce pas, Janine? C'est très bon, c'est une musique que mon fils François veut beaucoup entendre, et c'est pour ça et pour lui que j'ai voulu terminer le roman par ces mots. Vous avez très bien fait, Janine. Et nous allons terminer donc cette interview de Janine Boissard sur une femme qui a paru chez Flammarion, le roman d'une vie, car Janine parle vraiment de sa vie, avec beaucoup de franchise et beaucoup d'émotions également, que l'on sent entre les lignes. Merci Janine. Merci Monique, merci beaucoup. À très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture.